en 7 ans, quel que soit le président. En d'autres termes, reconstruire une armée pour affronter une autre armée étrangère, il faut 10 à 15 ans pour ça. Transformer un État prédateur en un État développeur, il faut un minimum de 15 à 20 ans. Nous allons donner des caractères et des éléments de base pour la compréhension. Rendre 2 400 000 de kilomètres carrés totalement opérationnels, impossible sans une paix totale à l'Est. Produire une classe politique nouvelle nécessite 2 à 3 cycles électoraux. Donc, on ne peut pas juger Félix comme un magicien, mais comme un chef d'État dans un contexte hérité. On ne juge pas sur ce qu'on aime, mais sur ce qui change dans la vie réellement. Il y a des Congolais qui n'aiment pas Félix. Il y en a d'autres qui l'aiment trop. Mais aimer ou détester un président n'a jamais développé un pays. Ce qui développe un pays, ce sont les routes qui permettent de vendre des produits, les écoles qui scolarisent les enfants, les centres de santé qui sauvent des villageois, le budget qui finance les infrastructures, les réformes des gouvernances qui assurent les investisseurs et les institutions qui fonctionnent. C'est ça qui sauve un pays. Donc, notre prise de parole ce soir n'est pas là pour défendre Félix par amour, mais pour analyser scientifiquement ce qu'il a reçu comme héritage, ce qu'il a changé, ce qu'il n'a pas changé, ce qu'il ne pouvait pas changer. Objectif final de ces lives. À la fin de tous ces parcours, on doit pouvoir répondre clairement à 3 questions. En 7 ans, Félix a-t-il changé matériellement la vie des Congolais? Ça veut dire des routes, des écoles, santé, énergie, budget, en termes infrastructures stratégiques. Question 2, a-t-il fait plus que Kabila en 18 ans sur les infrastructures, la gouvernance et le social? À ce niveau, une comparaison uniquement sur des données et non sur les sentiments ou sur les émotions. Peut-il réellement organiser les élections en 2028? La question aurait une réponse également scientifique, basée sur les données logistiques, financières et sécuritaires. Et donc, chers amis, nous allons analyser le Congo comme un médecin analyse un corps malade, pas comme un fan analyse son équipe de football. On ne va pas raconter les émotions ici, on va raconter les faits. Et les faits vont montrer clairement où Félix a fait mieux, où il a échoué, où il a été bloqué, et ce que le peuple peut encore espérer aujourd'hui. Alors, la question à se poser d'abord, c'est d'où vient les Congo? Mobutu plus Kabila, ça fait 50 ans de pouvoir, un pays riche, mais matériellement appauvri. Avant de comprendre ce que Félix Tshisekedi a fait concrètement, ou n'a pas fait, il faut d'abord comprendre ce qu'il a reçu. On ne peut pas juger un président sans connaître l'héritage qu'il a reçu. Le Congo que Félix reçoit en 2019 n'est pas un Congo neutre. C'est un Congo modelé, construit et abîmé par plus de 50 ans de stratégie politique, militaire, économique et prédation. Et donc, ces chapitres répondent donc à 3 questions simples. Quel est Mobutu véritablement? Qu'est-ce que Joseph Kabila a construit en 18 ans? Et qu'est-ce qu'il ne construit pas? Pourquoi, avec autant de richesses naturelles, l'État arrive à Félix avec très peu des infrastructures? Qu'est-ce qui s'est passé véritablement? Mobutu, l'État était fort, puis l'État s'est effondré. Il faut être honnête, Mobutu ne laisse pas rien. Et donc, au début de son règne, entre 65 et 75, il y a des vraies réalisations. Des grandes universités, l'Ouvanium, devenu INASA, des hôpitaux de référence sous Mobutu, les premières grandes écoles supérieures, des routes nationales construites à l'époque coloniale,
mais encore fonctionnel sous Mobutu. Mobutu hérite d'un Congo déjà structuré, un Congo où l'État fonctionne encore. Et donc, mais à partir du début des années 1980, tout s'effondre. Pas un peu, mais totalement. Donc, totalement, tout s'effondre totalement. Les causes de l'effondrement, comme certains le savent déjà, la zairianisation, une catastrophe en 1971, des sanctions économiques, des inflations et des crises de la dette, effondrement de la maintenance des routes, pas de maintenance des écoles, des hôpitaux, des détournements massifs dans toutes les entreprises publiques, effondrement de la fonction publique, salaire ridicule, et tout est complètement chaos. Et les résultats vers les années 1990, les routes sont devenues impraticables. Plus aucune grande université n'est construite. Des hôpitaux délabrés sans médicaments. Des écoles vétustes, surpeuplées et payantes. Des infrastructures coloniales totalement abandonnées et l'État en faillite. Et donc, Mobutu laisse un pays matériellement détruit, même si l'élite vit encore très bien. Et c'est là que Kabila intervient. 18 ans au pouvoir, un pays stabilisé, mais peu développé. Joseph Kabila arrive dans un contexte évidemment, dans un contexte très difficile, la guerre, la rébellion, les accords de paix, l'armée divisée, mais après 2003, le pays se stabilise. Une stabilité éphémère. Il reçoit des milliards d'aides et bénéficie d'une explosion de prix du cuivre et du cobalt. Et donc, nous parlons ici d'un boom minier mondial. Et donc, pourtant, le budget reste très faible. Qu'est-ce qui se passe? Le budget n'augmente pas. Pourtant, nous sommes devant un boom économique. Mais pourquoi le budget reste entre 4 000 et d'ailleurs, ça a commencé par 2 millions. 4 à 5 milliards de dollars par an. Même en 2018, après 18 ans de pouvoir, nous étions à 4 à 5 milliards de dollars. Comment expliquer cette chose-là? Et donc, avec un pays de 100 millions d'habitants, 2 400 000 de kilomètres carrés, 5 milliards par an, c'est ridiculement faible. Pourquoi c'est si peu? Parce que très faible en termes d'impôts, des détournements massifs, des entreprises publiques totalement pillées, sous-traitants fictifs dont le Trésor n'a pas d'identité, des contrats miniers opaques, des programmes du FMI suspendus pendant des années. Un exemple, les scandales Congo Hold Up montrent que 530 millions américains devaient aller à l'État depuis Gécamine et ont disparu dans les circuits parallèles. Sur les infrastructures, Kabila promet beaucoup mais livre peu. Les 5 sentiers de 2007 devaient construire des routes nationales, équiper les provinces rurales, construire les hôpitaux, des écoles, des universités, renforcer l'énergie. Qu'a-t-on réellement livré avec les 5 chantiers de 2007? Quelques infrastructures ponctuelles, quelques routes réhabilitées, boulevard du 30 juin, le National 1 partiellement, quelques hôpitaux rénovés, quelques bâtiments publics repeints. Mais sur 18 ans, le Congo n'a pas basé son développement sur les routes structurantes. Sur 18 ans, le Congo n'a pas basé son développement sur des écoles rurales, des centres de santé territoriaux, des ports stratégiques, des corridors ferroviaires modernes comme d'autres pays l'ont fait, la Tanzanie, l'Éthiopie, même le Rwanda, l'Ouganda, bien de pays ont basé leur économie sur des éléments qui permettent la circulation et des hauts débits énergie, accès à l'eau, et donc rien n'a été fait à ce niveau-là. Conséquence sur la population, et donc sous Kabila, l'école publique est massivement payante. De millions d'enfants sont non scolarisés. Les hôpitaux publics en ruine. Mamayemo en ruine. Des familles payent tout. Certaines personnes ou femmes accouchent devant les hôpitaux. Des routes provinciales impraticables. Des villages totalement isolés. Les femmes accouchent encore sur la natte, sans médecin.
aucune grande université construite, aucune grande ville moderne émergée. Le pays avance grâce à l'économie informelle, pas grâce à l'État. La question, pourquoi Félix hérite d'un pays fragile malgré ses richesses? Voici la vérité que beaucoup ne veulent pas connaître. Beaucoup ignorent. Les Congos n'étaient pas pauvres financièrement. Les Congos étaient volontairement affaiblis par la prédation systématique ou systémique. Richesses minières très énormes, cuivre, cobalt, or, coltan, diamant, pétrole, mais recettes captées ou captivées par des réseaux privés. Sous déclaration de tonnage, on déclare moins qu'on prend. Des contrats miniers déséquilibrés, des prix artificiellement bas déclarés par l'État, de surfacturation des investissements, des détournements silencieux dans les entreprises publiques et l'absence d'audit pendant plus de 15 ans. Résultat, un pays matériellement pauvre. Et donc en 2019, Félix hérite d'une armée en ruine, démotivée, infiltrée, d'un budget d'à peine 5 milliards, d'un État où moins de 70% des recettes échappent encore au trésor, d'un réseau routier quasi inexistant hors Kinshasa, des provinces rurales appauvries, d'un système scolaire et sanitaire en décadence totale, d'une administration corrompue, des contrats miniers défavorables, d'un système politique verrouillé par l'ancien régime et d'un pays vu à l'international comme trop corrompu pour être un partenaire fiable. Cher ami, on ne peut pas comprendre Félix sans comprendre son héritage. Mobutu laisse un État détruit. Kabila laisse un État stabilisé, mais pas reconstruit. Et ces Congos-là, avec 5 milliards de budget sous Kabila, des infrastructures inexistantes, une administration corrompue, une armée infiltrée, une diplomatie faible, une image internationale catastrophique, c'est exactement ce que Félix reçoit comme point de départ. La question devient maintenant, avec cet héritage, qu'a-t-il fait concrètement? Et qu'est-ce qu'il a changé matériellement dans la vie du peuple congolais? Et c'est là que nous voulons dire des choses scientifiquement. Je ne parle pas en tant que faisant partie de l'IDPS. Je ne suis pas quelqu'un de l'IDPS. Donc j'ai vu une question passer par là. Je suis en train de parler avec conscience scientifique. Donc, pourquoi les Congolais, les Congos de Kabila, n'a pas construit Banana, Lobito, ni les écoles rurales? Le système de prédation expliquait clairement que. Et donc, avant d'entrer dans ce que Félix a fait, il faut d'abord répondre à une question que les Congolais posent souvent ici. Pourquoi les Congos n'ont pas construit les ports de Banana? Pourquoi on n'a pas fait les corridors de Lobito avant? Pourquoi les écoles rurales et les centres de santé n'existaient pas? Pourquoi tout ça arrive seulement maintenant? C'est une bonne question. Il faut y répondre. Et donc cette question, elle est essentielle pour comprendre les Congos modernes. Ce n'était pas un problème d'argent. Les Congos produisaient déjà beaucoup. Entre 2001 et 2018, les pays exportent des dizaines de milliards de dollars de minerais. Le prix du cuivre a explosé. Le cobalt atteint des records mondiaux. Le Congo devient le premier producteur mondial de cobalt et l'un des premiers de cuivre. Avec une telle croissance de 7 à 9% par an dans les années fortes, les amis. Donc, la phrase « il n'y avait pas d'argent sous Kabila » est factuellement fausse. Il y avait l'argent. Il y avait l'argent. Les Congos produisaient énormément. Les problèmes n'étaient pas l'argent. Les problèmes étaient où allait l'argent. C'est la question qu'il faut se poser. Les recettes du pays n'arrivaient pas dans l'État. La majorité disparaissait. Voici ce que les audits et rapports internationaux ont démontré. Sous déclaration de tonnage, les compagnies minières déclaraient moins de tonnes extraites que ce qui sortait réellement. Parce que l'État n'avait pas le regard
n'avait pas des yeux sur ce qui sort. Les sous-déclarations des prix notamment. Les cuivres et les cobaltes étaient vendus plus cher à l'étranger, mais déclarés moins cher au fisc congolais. Les surfacturations, exemple, une machine de 2 millions est facturée 7 millions. La différence retourne dans les poches des privés, bien évidemment. Des contrats miniers opaques. Certains contrats n'ont jamais été publiés, malgré les exigences du FMI. Des entreprises publiques ont été pillées, forcément. Ici, cas emblématique, Congo Hold Up, plus de 530 millions de dollars qui devaient aller à l'État ne sont jamais arrivés à l'État. Aucun audit sérieux pendant 15 ans. L'IGF était neutralisé, ne pouvait rien faire. Les ministres, le DG, les politiciens faisaient ce qu'ils voulaient forcément. Et résultat logique, l'État congolais avait officiellement seulement 4 à 5 milliards par an, alors que l'économie congolaise générait plus de 25 à 30 milliards par an. Les budgets étaient bloqués à 4 à 5 milliards. Parce que les réseaux veulent cette pauvreté, vous l'avez compris. Que pourquoi 4 à 5 milliards et pas plus? Parce que plus le budget est faible, plus on évite les audits, on évite les programmes en termes de FMI, on évite les obligations des transparences, on évite la traçabilité et surtout on protège les circuits de détournement massifs. En termes simples, le Congo a été maintenu volontairement à un niveau budgétaire artificiellement bas pour faciliter les vols. Pourquoi est-ce que Banana n'a pas été construit sous Kabila? Ce n'était pas une question d'argent, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le port de Banana est stratégique. Il met fin à la dépendance aux ports étrangers, Pointe-Noire, Durban et bien d'autres ports. Les ports de Banana donnent au Congo un accès direct au commerce mondial. Les ports de Banana réduisent les coûts logistiques et ils renforcent la souveraineté économique. Mais pour construire Banana, il faut la transparence. Il faut des contrats clairs avec le DP World. Il faut un contrôle du financement, la surveillance internationale, des audits, des obligations de performance. Or, le système Kabila fonctionnait précisément sur l'opacité. Donc, tant qu'il y avait prédation, il n'était pas dans l'intérêt du système de construire les ports de Banana. Un port en eau profonde revenait à plus de contrôle du commerce, plus de traçabilité et moins de détournements. Et donc le système n'en voulait absolument pas. Est-ce que vous comprenez? Et pourquoi les corridors de Lobito arrivent seulement sous Félix? Les corridors de Lobito est un projet stratégique géopolitique parce que ça lie la RDC, la Zambie, l'Angola et puis nous partons vers l'océan Atlantique. Donc ces projets demandent quoi? Des coopérations entre la RDC, l'Angola et la Zambie, un engagement des États-Unis, le financement de l'Union européenne et le BAD, des audits, la transparence, la gouvernance crédible sous Kabila, vous l'avez compris, zéro audit des contrats, une méfiance de Washington, le FMI en rupture totale et l'Union européenne en méfiance totale également. Donc, aucun bailleur sérieux n'allait investir plus de 1 à 2 milliards dans un pays sous sanction morale, accusé de pillage, sans transparence, avec des contrats non publiés. Et donc, nous comprenons quoi? À partir de 2021 à 2022, les États-Unis et l'Union européenne reviennent parce qu'ils voient quoi? Une croissance du budget, ils voient que IGF est actif, ils voient une stabilité macroéconomique, ils voient qu'il y a une coopération avec le FMI et ils voient une lutte contre la corruption. Donc, Lobito n'arrive pas parce que Félix est le meilleur, loin de là. Lobito arrive parce que le système de prédation a été fissuré. Et pourquoi les écoles universitaires, les écoles, universités et des centres de santé ruraux manquaient? Chers amis, voici la vérité crue. Les dirigeants n'en avaient pas besoin. Les enfants des élites vont dans des écoles privées. Les ministres se soignent à l'étranger. Les gouverneurs vivent dans les capitales provinciales. Construire une école dans un territoire rural ne rapporte pas d'argent. Okay? Mais ouvrir une mine, signer un contrat opaque,
ou capter une taxe minière si c'est là que même les 145 territoires n'avaient presque aucune infrastructure publique. Même pas un bâtiment administratif, même pas un centre de santé moderne, même pas un réseau routier local. Et donc, ce n'est pas une négligence, c'est une stratégie politique tout simplement. Un peuple non éduqué, non soigné, isolé est beaucoup plus facile à contrôler électoralement parlant. Et donc, nous comprenons quoi? Le Congo n'a pas manqué d'argent, il a manqué de volonté de construire. Le système était conçu pour empêcher les audits. Aucune entreprise n'a subi des audits sous le régime de Kabila. Bloquer les grands projets, maintenir le budget bas, détourner les recettes, laisser les provinces dans la pauvreté et éviter tout chantier qui impose une transparence internationale. C'est pour cela que Banana n'a pas été construit, l'hôpital n'a pas vu le jour, les écoles rurales n'étaient pas la priorité, l'armée était tenue faible, le budget ne dépassait jamais 5 milliards. Ce n'est pas un accident, les amis. C'est un système conçu pour empêcher le développement. Quand Félix arrive, dans ces chaos, qu'est-ce qu'il trouve réellement? Ici, ce que Félix trouve réellement, en prenant la clé du pays, pour comprendre ce que Félix Tshisekedi a réussi, ou ce qu'il n'a pas pu réussir, il faut d'abord regarder l'état réel du Congo en janvier 2019. Pas d'état politique seulement, pas l'état émotionnel, mais l'état matériel, financier, militaire, administratif, diplomatique, dans lequel il reçoit la clé de la RDC. C'est de ça qu'il faut. Beaucoup parlent sans connaître la réalité de départ. Ce chapitre met tout sur la table clairement. Nous sommes dans la vérité. Je ne suis pas tshisekédiste. Parce que je vois des écrits en bas. Je ne suis pas tshisekédiste. Je le dis et je le répète, merci. Ce n'est pas parce qu'on dit une certaine vérité qu'on est forcément du côté du pouvoir ou qu'on est tshisékédiste. Félix arrive avec un pouvoir ou arrive au pouvoir sans les pouvoirs. Je reviendrai sur ça, mon cher citoyen. Félix arrive avec un pouvoir, mais en réalité, il n'a pas les pouvoirs. Cette étape, il faut bien le comprendre. Quand Félix arrive, le Parlement appartient, mon cher citoyen. Le Parlement appartient à Kabila. FCC détient 340 députés. Le Sénat appartient à Kabila, mon cher citoyen. Le 26 assemblées provinciales appartiennent au FCC. Presque tous les gouverneurs appartiennent au FCC. Les services des renseignements ANER sont contrôlés par des réseaux de Kabila. Les entreprises publiques sont dirigées par des DG nommés et protégés sous Kabila. Le gouvernement est dirigé par un premier ministre, FCC, Sylvestre Ilunga. Dites-vous, qu'est-ce que Félix avait comme marge de manœuvre? En résumé, Félix devient président d'un pays à 90% de l'appareil d'État et l'appareil d'État appartient à l'ancien régime. C'est ce qu'on appelle une cohabitation imposée. C'est aussi pourquoi il doit composer avec des anciens kabylistes. Il n'a pas encore des rapports de force pour les écarter. Finances publiques, nous sommes dans un État pauvre avec une économie riche. En 2019, officiellement, le budget annuel de l'État est à 5 milliards 300 millions. Une dette continue mais opaque, mon cher citoyen, une dette, ce qu'on appelle la dette cachée, la dette liée aux bons, liée aux entreprises. Donc la dette a été effacée en 2010, mais d'autres dettes sont nées. Ces dettes ont été découvertes en 2015-2017. On appelle ça de dette cachée, mon cher citoyen. Donc la dette d'aujourd'hui est à partager avec de dettes cachées et de dettes dont les institutions financières ont donné pour la construction. Nous reviendrons sur ça par après.
Les amis, officiellement, le budget annuel de l'État, 5 milliards, dette continue mais opaque, très faible mobilisation fiscale au début, FMI est fragilisé, programme suspendu pendant 7 ans, des contrats miniers opaques non publiés, extraction minière record, mais un État pauvre. C'est dans cet État que Félix prend le pouvoir en 2019. Pourquoi un budget aussi bas? Parce que plus de 70% des recettes minières échappent au trésor. Le DG des entreprises publiques gère sans audit. Qui pouvait le faire puisque l'IGF était complètement muselé? Le gros contrat passe hors budget et la fiscalité fonctionne sur les cash, pas sur le système numérique. Les banques publiques sont utilisées pour des circuits parallèles. Ça signifie quoi concrètement? Le Congo, en 2019, vit comme un pays pauvre parce qu'il est organisé pour que l'État reste pauvre. Dans l'administration, un système parallèle par la corruption. L'administration, en 2019, quand Félix reçoit le pouvoir, c'est des fonctionnaires mal payés, des ministères capturés par des mafias, une chaîne de dépenses brouillée, des entreprises publiques endettées, aucune culture d'audit, aucune traçabilité numérique, un trésor public qui ne fonctionne pas à l'aveugle, des provinces qui vivent dans la prédation locale. Pendant 15 ans, aucun DG d'entreprise publique n'a été inquiété, poursuivi ou même sanctionné, ni sous Mobutu, ni sous Kabila. Pourquoi? Parce que le DG servait de caisse parallèle au système. Quatrième élément, l'armée. Une armée qui ne peut pas gagner une guerre. En 2019, les FARDC sont sous-payés, vivent dans une désorganisation chronique, sont infiltrés depuis le brassage et mixage avec les ex-rebelles. Manque de logistique, manque des renseignements, utilisent des armes vieillissantes, subissent un régime de notification, embargo camouflé, chaque achat doit être validé par l'ONU. Et surtout, l'armée est dirigée par des généraux loyaux au système précédent. Certains bloquent les réformes, certains sabotent les opérations, certains sont liés à des réseaux économiques illégaux, certains entretiennent des milices locales et protègent leurs intérêts dans les zones minières. Donc, clairement, non. L'armée de 2019 ne peut pas gagner une guerre conventionnelle. Absolument pas. L'Est du Congo, une bombe allumée en 2019, chers amis. Les Rwandais gardent une influence profonde dans les Kivu. Des centaines de groupes armés opèrent à l'Est. Les ADF montent en puissance. Les M23 sont en train de dormir. Ils se reposent, mais n'est pas neutralisé. Les frontières sont poreuses. La MONUSCO est en fatigue stratégique. Le gouverneur FCC sabote la sécurité intérieure. Donc, tu rajoutes à cela une armée infiltrée, les amis. Le terrain est prêt pour un retour des grandes offensives rebelles. Et c'est exactement ce qui va arriver en 2022 et 2025. En termes d'infrastructure, un pays immensement vaste, mais matériellement vide. En 2019, pas de ports en eau profonde quand Félix prend le pouvoir. Banana n'existe pas. Dépendance totale à Punta, Negra, Durban et Mombasa. Pas de corridors ferroviaires modernes. Ligne Lobito inutilisée. Les mines évacuées par la Zambie uniquement. Des routes nationaux délabrées. Les provinces sont isolées. L'économie tourne en ralenti. Pas d'école moderne dans les territoires ruraux. Les 145 territoires sont pratiquement laissés à l'abandon. Des centres de santé ruraux inexistants. Les femmes accouchent sans soins. Les enfants meurent de maladies évitables. En bref, l'État n'est pas présent sur le territoire. En 2019, c'est ce que Félix reçoit, la clé de la maison de la RDC. En termes de diplomatie, une image internationale catastrophique. En 2019, aucun grand partenariat stratégique. Méfiance du FMI et de la Banque mondiale. Entreprises étrangères effrayées par la corruption et le narratif mondial
est dominée par Kagame. La RDC, c'est le chaos. Les Rwandais, c'est la stabilité. Même les jeunes dirigeants de 30 ans à 45 ans en Europe, au Golfe et aux États-Unis ont grandi avec cette même propagande, cette même narratif. La RDC, c'est le chaos. Les Rwandais, c'est la stabilité. Et donc, le Congo n'est pas un partenaire fiable. Quand Félix reçoit la clé du Congo, le Congo est une crise qu'on gère, pas un pays avec lequel on peut construire, on peut coopérer. Et donc, en janvier 2019, Félix reçoit quoi comme clé? Un pouvoir sans majorité, un État sans argent, une administration corrompue, une armée infiltrée, un pays sans infrastructure, un Est en ébullition, une diplomatie totalement chaotique. La question devient maintenant, avec ces chaos, qu'a-t-il fait réellement? On pose la question maintenant à Félix. Et est-ce que ça a changé la vie du peuple congolais? C'est maintenant que notre prise de parole va devenir intéressante, cher ami. Comment Félix a fait sauter le système financier kabiliste? Là, il n'y a pas d'émotion, c'est juste des faits. Nous sommes dans la logique et il n'y a pas à me dire que voici un tshisekéliste ou un qui fait partie de l'IDPS. Là, nous réfléchissons, nous apportons des faits consultables, palpables. Et comment le budget est passé de 5 milliards à plus de 17 milliards aujourd'hui. Après avoir vu les chaos institutionnels et matériels de 2019, une question se pose, cher ami. Comment Félix a-t-il pu lancer Banana? 145 territoires, l'hôpital, les routes, la gratuité scolaire, alors que le Congo n'avait officiellement que 5 milliards dans sa poche. La réponse ici se trouve dans ce que nous allons déclarer maintenant. Il a commencé d'abord par casser la machine financière qui enrichissait les réseaux et appauvrissait l'État. Il a commencé par là. Et donc, nous parlons ici du retour de l'IGF, l'arme principale contre la prédation. Depuis 2003, l'inspection générale des finances, IGF, existait, mais elle était neutralisée. Elle ne fonctionnait pas. Interdiction formelle de fonctionner. Pas un DG d'entreprise publique n'était inquiété. Pas une grande société de l'État n'était auditée. En 2020, Félix place Gilles Alinguetti à la tête de l'IGF avec un mandat clair. Auditer toutes les entreprises publiques. Auditer le ministère. Auditer le ministère. Auditer les provinces. Exiger la transparence, bloquer les détournements, publier les rapports publiquement. Et pour la première fois en 20 ans, les DG ne pouvaient plus détourner sans conséquence. Je parle de DG. Résultat immédiat, fermeture des centaines d'entreprises écrans dont le DG utilisé pour détourner de l'argent. Ces entreprises écrans étaient orientées par des ministres, des personnes fortes de la République. Arrêt de la pratique de bons des carburants fantômes. Blocage de paiements sans traçabilité. Redirection des recettes vers le trésor. Une pression énorme sur le gouverneur et les ministres habitués au cash. Plus de cash, tout doit passer, tout doit être informatisé. C'est l'un des tournants les plus importants depuis 1960. Et c'est grâce à cela que le Congo retrouve de l'oxygène financier. Cher ami, Félix renoue avec le FMI, fin de l'économie parallèle. Le FMI avait rompu avec les Congo depuis 2012. À cause de quoi? Du refus de publier certains contrats miniers, du manque de transparence, des détournements massifs. Et en 2019 et 2021, Félix accepte quoi? Il accepte des audits. Il accepte la transparence. Il accepte la publication des contrats miniers. Il accepte les contrôles des chaînes de dépenses et il réforme la fiscalité et la mobilisation des recettes devient claire.
Le résultat, c'est quoi? C'est qu'en 2021, les Congos signent un programme facilité, élargi des crédits avec le FMI. C'est la première fois depuis 10 ans. Et le FMI, qu'on l'aime ou pas, apporte deux choses essentielles au Congo. Un, la confiance internationale. Deux, des gros financements bon marché. Sans la FMI ou sans le FMI, aucun pays sérieux, les États-Unis, l'Union européenne, le Qatar, le BAD, n'allait investir dans le port, n'allait investir dans le rail, les routes et les mines. Sans le FMI, il fallait dire au revoir à toute forme d'investissement parce que ça passe par le FMI. Le budget va exploser. Nous passons de 4 milliards, 5 milliards à 11 milliards et puis à du 7 milliards. Pourquoi? Parce que pour la première fois, les recettes minières arrivent réellement à l'État. Les taxes douanières sont mieux contrôlées. Les entreprises publiques sont surveillées. Les dépenses fantômes sont coupées. Les provinces doivent justifier leur budget. La corruption institutionnelle est freinée. Sous Kabila, malgré le boom du cuir et du cobalt, le budget restait bloqué à 5 milliards. Parce que le système se servait avant l'État. Avant que l'argent arrive au trésor, on se servait d'abord. Et sous Félix, en 2020, 6 milliards. 2021, 7 milliards 500 millions. 2022, 11 milliards. 2023, 16 milliards. 2024, 17 milliards de budgets votés. Les amis, c'est une transformation historique. On n'a jamais vu un tel saut depuis l'indépendance. Et la quatrième position, la renégociation des Sycomines, 7 milliards pour les infrastructures. Le plus gros deal d'infrastructures du pays, signé en 2008, était bloqué. Pourquoi c'était bloqué? Parce qu'il y a trop d'opacité, mal structuré, prévoyait peu pour les routes, favorisait trop les entreprises étrangères. Et en 2024, Félix obtient un avantage majeur, 7 milliards pour les infrastructures, dont 324 millions par an, pouvant monter à 624 millions. Une priorité aux routes nationales, le R national 1, national 2 et national 4. Des projets urbains à Kinshasa, dans les Kasaï, les Katanga, ainsi de suite. Donc c'est ces avenants qui expliquent pourquoi les routes se multiplient depuis 2023 jusqu'à aujourd'hui. Ce qui explique pourquoi les travaux lourds démarrent partout. Les provinces voient enfin l'État revenir. Vous avez des contrats, les contrats deviennent traçables parce qu'il y a la numérisation, les impôts. Avant 2020, tout s'est payé en cash. Les taxes n'étaient pas tracées, les douanes étaient informelles, les impôts étaient gérés manuellement. Félix va introduire quoi? Va introduire les guichets uniques du commerce extérieur. La digitalisation des impôts, la numérisation des recettes et le paiement bancarisé dans les administrations. Conséquence de ça, les fuites des recettes chutent. Les recettes fiscales augmentent. Le budget de l'État grossit naturellement. Pour la première fois, les ministres ont peur de voler publiquement, mais certains le font quand même. C'est peut-être l'un des changements les plus importants. Avant 2019, voler était une norme, normale. Les DG se servaient librement en complicité avec les ministres. Les gouverneurs faisaient la loi dans leur province. Aucun audit, aucune sanction. Depuis 2020, un rapport de IGF peut faire tomber un DG, très puissant autrefois. Certains ministres sont sanctionnés, on le voit. Des gouverneurs sont arrêtés ou destitués. Les affaires judiciaires se multiplient. Et donc le système n'est pas propre, mais il n'est plus libre de voler comme avant, comme hier. Pourquoi tout cela est crucial pour les infrastructures? Parce que Banana, c'est 1 milliard 200 millions. Lobito, c'est 1 milliard 500 millions.
Les 145 territoires, c'est 1,606 millions. Les routes nationales, c'est plusieurs milliards américains. Les universités, les hôpitaux, l'énergie, c'est beaucoup de milliards. Avec un budget à 5 milliards, rien de tout ça n'était possible. Absolument rien. Avec un budget qui monte à 17 milliards et des accords internationaux crédibles, les chantiers deviennent finançables. Les bailleurs reviennent. Les corridors s'ouvrent. Les États-Unis et l'Europe signent. Les Qatar investit. La Chine accepte des avenants. La BAD injecte les capitaux. La conclusion? Et plus nous évoluons, Félix n'a pas trouvé l'argent. Il a fait apparaître l'argent qui existait déjà, mais qui était détourné. Il a cassé les bons des carburants pour ceux qui ne savent pas. Les bons des carburants, une machine, cet appareil construit par Mata Tamponio. En tout cas, beaucoup d'intelligence investie pour les détournements. Beaucoup de stratégies, en tout cas, un homme sage en intelligence à côté des mafieux. Les bons des carburants, les caisses parallèles, les entreprises écrans, tout ça a été cassé. Les DG intouchables, on a cassé tout ça. Les circuits des caches, on a cassé, tout est informatisé maintenant. L'opacité minière, et il a réveillé l'IGF et ramené le FMI. Ce n'est pas encore la transparence totale, ça c'est vrai. Le pays n'est pas encore devenu l'Allemagne, mais c'est la plus grande rupture dans les finances publiques depuis 1960. Et c'est grâce à ces changements structurels que Banana peut avancer, Lobito peut avancer, les routes avancent, les écoles avancent, les centres de santé avancent et le pays peut espérer une reconstruction réelle. Les amis, ce qui a été construit, ce qui est en construction et ce que la population a bénéficié concrètement. Ici, ce chapitre est capital. Pourquoi? Car dans un pays comme le Congo, le développement n'est pas une théorie. Le développement, c'est une route qui arrive. C'est une école qui est construite. C'est ça le développement. C'est un centre de santé ouvert, pas trop loin non plus du village, pas beaucoup de kilomètres pour atteindre un centre de santé. Le développement, c'est un pont réparé, c'est un port qui est lancé, c'est un corridor activé. Et c'est matériel, c'est du concret, c'est du visible. Voici sans émotion ni fanatisme ce que Félix a réalisé, réellement construit ou lancé avec les conséquences sociales directes. Nous avons d'abord, et beaucoup de gens peuvent discuter sur la chose, je vais bien, on peut discuter. L'Europe n'est pas devenue Europe en un siècle. L'Allemagne n'est pas devenue Allemagne en 50 ans. Nous comprenons. La gratuité scolaire, 3 millions d'enfants de plus à l'école. C'est un choc social, le plus massif depuis 1960. Ne pas reconnaître ça, c'est de la sorcellerie. C'est l'action la plus transformative pour les familles pauvres. Et donc, avant 2019, l'école primaire était largement payante. Beaucoup d'enfants ne pouvaient pas aller à l'école. Les parents payaient les frais, les primes, les motivationnels, etc. Après la gratuité, plus de 3 millions d'enfants supplémentaires sont scolarisés. La source ici, c'est la Banque mondiale qui le dit, plus le ministère de l'Éducation. Conséquence sociale de cette action, des enfants qui étaient vendeurs de rue deviennent des élèves. Baisse du travail des enfants. Soulagement financier pour des familles qui devaient payer ou choisir l'un des enfants et faire asseoir d'autres enfants. Là, c'est tous les enfants. Nous avons vécu ça à l'époque, moi qui vous parle ici. On a eu à choisir parmi les enfants, alors que c'était l'école primaire, et d'autres sont restés non scolarisés parce que l'école primaire était payée. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a des écoles privées, bien évidemment, mais c'est comme en Belgique. Il y a des écoles privées, il y a des écoles de l'État. Et donc, soulagement financier des familles et hausse de l'alphabétisation. Même si la qualité doit encore être améliorée, même si c'est la plus grande réforme sociale du Congo moderne. Vous avez les programmes de 145 territoires, près de 1360 infrastructures déjà en construction, d'autres déjà livrées. Vous avez le PDL, 145 territoires
est une rénovation silencieuse dont la plupart ne comprennent pas la portée stratégique, mais sont prêts à critiquer du matin au soir. Sachez qu'avant 2021, dans 145 territoires, il n'y avait presque rien. Pas de bâtiments administratifs, pas d'écoles neuves, pas de centres de santé modernes, pas de routes de dessertes agricoles. Et aujourd'hui, dans 9 provinces, 334 écoles, 245 centres de santé, 52 bâtiments administratifs, un total de 631 infrastructures en construction. La phase BCE-CO, plus de 300 infrastructures supplémentaires. Conséquence sociale, les enfants étudient près de chez eux, les femmes peuvent accoucher dans un centre équipé, les routes rurales permettent de vendre des produits agricoles, l'État devient visible dans le village. Et dans ces programmes, s'il est achevé, changera l'histoire des provinces rurales. Vous avez ici la plus grande dynamique routière depuis l'indépendance. Pendant 18 ans de Kabila, certaines routes urbaines furent rénovées, c'est vrai, mais peu de routes nationales structurantes ont été livrées. Entre 2023 et 2025, grâce à la montée du budget, 17 milliards, l'avenant des Sycomines, 7 milliards pour les routes. Ce sont les Chinois qui investissent 7 milliards pour les routes. Et le financement interne, on assiste à un retour massif de l'État dans les routes nationales. Vous avez des témoignages des personnes qui vivent à l'intérieur qui le disent. Le RN1, tronçon stratégique réhabilité. Kinshasa, Kenge, Masimanimba, Kikwit, Chikapa, Kananga. Tout ça, c'est réhabilité. Conséquence, c'est quoi? C'est que le transport plus rapide, réduction des accidents, baisse des prix des produits, une circulation des marchandises facilitée, des routes du Grand Kasaï, le Nord Kivu, le Sud Kivu, Ituri, près de 600 km en réhabilitation active, chiffré entre 2023 et 2024. L'objectif est global, plusieurs milliers de kilomètres via les programmes Sycomines, plus ce budget interne. Il y a 7 milliards avec ces contrats de Sycomines. Les ports en eau profonde de Banana, les projets bloqués pendant 50 ans. Je dis que ces projets furent bloqués pendant 50 ans. Ce projet est enfin lancé. Ce projet est historique. Contrat renégocié en 2021. La première pierre posée le 30 janvier 2022. Le DP World plus État congolais. Caractéristique, le quai de 600 mètres, tirant d'eau de 18 mètres, une capacité de 450 000 containers par an, 30 hectares des parcs logistiques. La conséquence de ça, c'est quoi? C'est que fin de la dépendance totale au port étranger, baisse des coûts d'importation, des créations de milliers d'emplois directs ou indirects, une logistique moderne pour le minerai, agro-industrie et commerce. C'est l'une des infrastructures les plus stratégiques depuis Inga. Vous avez les corridors de Lobito, la transformation géopolitique du Congo, jamais sous Kabila. Le Congo n'a bénéficié d'un corridor sponsorisé par les États-Unis, l'Union européenne et la BAD. Sous Félix, 2023, signature entre la RDC, l'Angola et la Zambie. 2023, engagement des États-Unis via PJ, donc Partnership of Global Infrastructure. 2024, corridor ferroviaire, 1 milliard de dollars mobilisés, 1 milliard 500 millions de dollars mobilisés. L'objectif, c'est clair, exporter les cuivres et les cobaltes par l'Atlantique, diminuer la dépendance à Durban et à Dar es Salaam, réduire les coûts logistiques de 30 à 40%, et la conséquence sociale directement, création des emplois, développement des villes minières, augmentation des investissements industriels et souveraineté logistique du pays. Les universités, les hôpitaux et les infrastructures sociales. Un exemple très clair. Liste non exhaustive. Université pédagogique nationale, IPEN,
modernisation. Le INBTP, extension, pour vous qui êtes là-bas, vous connaissez. Une réhabilitation des facultés. Des nouvelles universités provinciales au Kasaï, au Congo central. Des centres hospitaliers modernisés ou en construction. Nous sommes à Kinshasa, Mbujimaï, Grand Katanga et à travers le PDL des 144 territoires, centres de santé ruraux modernes partout. Conséquence, accès aux soins améliorés, des infrastructures de formation améliorées, retour progressif de l'État dans les services sociaux. C'est que ça change dans la vie des gens concrètement. Voici les impacts directs sur les sociales congolais. Pour les familles, la gratuité scolaire économise 10 à 30% par enfant par mois. Des millions de ménages respirent financièrement. Pour les ruraux, on peut aller se faire soigner dans son propre territoire. On n'est plus obligé de faire 20 à 40 km à pied. Pour les commerçants, les routes baissent le coût des transports, les produits alimentaires deviennent plus accessibles et pour les transporteurs, moins de pannes des voitures, moins de détours, plus de voyages par jour. Et pour l'économie nationale, banana, lobito égale explosion logistique, plus d'investissements étrangers, plus de recettes fiscales, une position géographique, géostratégique renforcée forcément. Et donc en conclusion, chers amis, et nous avançons dans notre chapitre, en 7 ans, le Congo a avancé sur les routes nationales, les écoles rurales, les centres de santé, les bâtiments publics, le port en eau profonde, les corridors internationaux, la gratuité scolaire, les universités, la logistique nationale. Donc ce n'est pas parfait, loin de là. Ce n'est pas achevé non plus. Ce n'est pas encore homogène sur tous les territoires. Mais matériellement parlant, les 7 ans de Félix ont produit plus d'infrastructures visibles et stratégiques que les 18 ans de Joseph Kabila. Chers amis, ça c'est scientifique, c'est palpable. C'est palpable. Alors, comment reconstruire une armée cassée, les amis? Ce que Félix a fait, ce qui a bloqué, et pourquoi aucun pays ne prépare ou ne peut réparer une armée en moins de 10 ans ou 15 ans. Aucun pays. En RDC, beaucoup accusent Tshisekedi. Pourquoi l'armée ne gagne pas? Pourquoi on recule? Pourquoi on ne se bat pas avec le 1-23? Mais personne n'explique scientifiquement pourquoi. Dans quel état exact l'armée était en 2019? Quelle réforme Félix a lancée? Quelles résistances ont saboté les réformes lancées par Félix? Pourquoi scientifiquement une armée comme la FARDC ne peut pas être réparée en 5 ou 7 ans? Il faut l'expliquer. Comment d'autres pays ont reconstruit leur armée? Nous parlons du Rwanda, de l'Angola, de l'Ouganda, de la Colombie, du Vietnam ou de Sierra Leone. Nous allons expliquer pour connaître des modèles de comparaison. Et ce que cela signifie pour la RDC aujourd'hui. D'abord, l'état réel de l'armée en 2019. Diagnostic brut, sans émotion, cher ami. Quand Félix arrive, les FARDC sont une armée infiltrée. Les ex-CNDP, les ex-M23, les ex-FDLR, les ADF intégrés sans filtrage, sabotage interne garanti, croyez-moi. Une armée sous-payée, soldes irréguliers, primes volées par les officiers, des soldats fantômes payés par milliers, une armée sous-armée, embargo sous forme de notification par l'ONU, impossibilité d'acheter des drones, des radars, des blindés modernes, armée vieillissante, une armée mal commandée, les généraux stratégiques en 2019, majoritairement nommés sous Kabila, loyauté politique et pas militaire, impliqués dans les contrebandes minières, protégés par des réseaux du FCC. Une armée sans doctrine, sans logistique, sans discipline. En 2019, le FARDC n'est pas une force moderne, c'est un mélange de groupes armés en uniforme. Aucune armée
de ce type n'est pas une armée moderne comme celle appuyée par Kigali. Ce que Félix a fait pour commencer à reconstruire cette armée, purger progressivement des personnes soupçonnées d'être en intelligence, remplacement de plusieurs chefs d'état-major, rotation des commandants opérationnels, mise à l'écart d'officiers corrompus. Très difficile car les parlements, les provinces et l'appareil administratif étaient encore contrôlés par les kabylistes entre 2019 et 2021. L'augmentation et sécurisation des soldes biométriques, suppression des soldes fictifs, paiement bancaire, des milliers de fantômes ont été supprimés, la levée progressive du blocage sur l'achat d'armes, la notification est impulsée par l'ONU. Grâce à la diplomatie, les États-Unis, la France et l'ONU allègent les restrictions. Des drones, des blindés, des systèmes modernes peuvent être achetés. Nous sommes en 2022. La création d'une réserve de défense nationale, le RDN, le recrutement de jeunes en priorité, des patriotes, la création d'un noyau militaire neuf, non infiltré, des coopérations militaires internationales renforcées, les États-Unis en termes d'infrastructures, des renseignements et des formations, la France pour la formation, la Turquie pour l'achat des drones, des tactiques modernes, Israël pour la surveillance, l'Angola, la Tanzanie en termes d'opérations régionales et la Chine en termes de logistique. C'est la coopération la plus large depuis 1960. Pourquoi ces réformes n'ont pas porté tous leurs fruits? Parce que Félix a dû affronter 3 murs de résistance. 3 murs de résistance. Mur numéro 1. Les réseaux politico-mafieux du Kabila. Entre 2019 et 2021, nous sommes dans la cohabitation. Félix n'a pas la majorité, M. Kizengi. Félix n'a pas l'armée, n'a pas le service des renseignements. Félix n'a pas les provinces. Tous appartiennent au FCC. Les gouvernements sabotent, les généraux sabotent, les services sabotent. La logistique militaire est contrôlée par des réseaux hostiles. Aucun commandant d'armée ne peut réussir avec un appareil hostile. Deuxième mur, les infiltrations internes. Certains officiers du FARDC informaient Kigali et Kampala. Ils bloquaient les munitions. Ils abandonnaient des positions expressément, organisaient de retraits stratégiques, vendaient du carburant, sabotaient les opérations. Des Congolais, s'il vous plaît. Et donc la RDC n'a pas seulement un problème militaire, elle a eu un problème de loyauté. Des loyautés. Et le mur numéro 3, le business militaire, c'était le mur qui empêchait les réformes. Certains généraux contrôlent des mines illégales, vendent des armes aux milices, détournent des primes, protègent des réseaux de trafic et profitent du chaos. C'est le phénomène des généraux businessmen. Une armée ne peut jamais gagner une guerre si ces généraux ne veulent pas la gagner. Et maintenant, scientifiquement parlant, combien de temps faut-il pour reconstruire une armée? On va être honnête, scientifique. Voici la vérité que personne n'aime entendre. Il faut 10 à 15 ans minimum pour transformer une armée cassée, une armée infiltrée ou corrompue. Voici quelques preuves de certains pays que vous connaissez ici. Nous avons un exemple, notre voisin, le Rwanda, qui va reconstruire son armée entre 1994 et 2005, 11 ans. Avant, l'armée rwandaise était détruite, infiltrée, et une réforme est imprimée, une purge totale, l'idéologie militaire imprimée, la formation internationale, les résultats, vous avez en face de vous une armée moderne. Ça a mis 11 ans pour que l'armée de Kagame soit ce qu'elle est aujourd'hui. Vous avez l'Ouganda. L'Ouganda a mis 12 ans pour réformer son armée. Avant, c'était les chaos, il y avait des milices, et puis la réforme intervient, démobilisation, des noyaux durs, renseignements centralisés, les résultats, une armée disciplinée en 12 ans. Vous avez l'Angola qui a mis 13 ans. L'Angola
Avant la guerre civile que vous connaissez, il y a eu des réformes, il y a eu des intégrations contrôlées, des investissements massifs parce qu'il y avait le pétrole. Les résultats ici, une force régionale aujourd'hui. L'Angola a mis 13 ans. Vous avez le Vietnam qui a mis 15 ans. Avant, le Vietnam, deux armées s'affrontaient. Le pays était ruiné. Mais puis, il y a eu des réformes, unification, industrie militaire, des doctrines claires. Après, une armée forte. Vous avez la Colombie, vous avez la Sierra Leone et bien d'autres pays. Une armée ne se structure pas en 4 ans. Et bien d'autres pays. Une armée ne se structure pas en 4 ans. Les 6 conditions scientifiques communes à tous ces pays qui se sont structurés à pas moins de 10 ans. D'abord, c'est la purge du commandement. 50 à 90% des officiers sont remplacés. Deuxième élément, la création d'un noyau dur, loyal et discipliné. En troisième position, la fin des soldes fantômes plus le paye régulier. Quatrième élément, le financement massif pendant 10 à 15 ans, acheter les armes, équiper l'armée. Et en cinquième position, la formation internationale continue. Et la troisième, une doctrine militaire claire et la discipline. Où est le Congo, cher ami? Quand on compare le Rwanda, 11 ans pour qu'une armée voie les jours, l'Angola, 13 ans, l'Ouganda, 12 ans, la Colombie, 15 ans, on comprend ici que la RDC n'en est qu'à sa 5e ou 4e année de processus. Ah bon? Et donc, impossible de gagner une guerre conventionnelle en 5 ans, cher ami. Impossible d'avoir une armée moderne en 5 ans. Impossible de nettoyer 20 ans d'infiltration en 5 ans. Vous n'êtes pas Dieu. Mais les fondations sont déjà posées. Les alliances militaires existent déjà. La purge a déjà commencé. Vous avez vu des procès des anciens généraux et officiers supérieurs. La biométrie est en cours. Les achats d'armes modernes sont devenus possibles avec la levée de la notification en 2022. La réserve nationale est créée. Les commandements se renouvellent progressivement. Donc, les chantiers militaires du Congo viennent seulement de commencer. Comme les Rwandais en 2025, comme l'Angola en 2023, comme la Colombie en 2000. En conclusion, chers amis, quand les Congolais disent Félix n'a pas gagné la guerre, il faut répondre avec sincérité et avec la science. Aucune armée au monde infiltrée, cassée, sous-armée, mal commandée n'a été reconstruite en moins de 10 à 15 ans. Ça, c'est scientifique. La RDC n'en est qu'au début du processus, mais la direction prise est la bonne. Purge, biométrie, la diplomatie engagée, l'équipement, les formations, les alliances, la réserve est là et la professionnalisation de l'armée. Les amis, cela vous amène à comprendre que les problèmes militaires congolais n'est pas Félix. Les problèmes militaires congolais, c'est 20 ans de destruction, 20 ans d'infiltration et 7 ans ne peuvent pas effacer 20 ans, mais peuvent ouvrir la voie. Pourquoi Félix s'est entouré d'anciens kabylistes? Nous répondons à toutes les questions. Nous avons ramassé toutes les questions. Pourquoi il ne s'est pas débarrassé des kabylistes? Pourquoi l'armée ne gagne pas? Pourquoi il n'a pas investi? Nous sommes en train d'apporter des réponses. OK? Pourquoi Félix s'est entouré d'anciens kabylistes? Il y a une question qui est posée. Nous tentons de répondre. Stratégie, contrainte ou erreur de sa part. La vérité que personne n'explique aux Congolais, chers amis, c'est l'une des critiques les plus fréquentes, comme vous le savez. Pourquoi Félix n'a pas changé la classe politique? Pourquoi il ne travaille pas avec, et pourquoi il travaille avec des anciens systèmes? Pourquoi Macron lui a répondu ou lui a reproché d'être entouré des criminels? Pour répondre facilement, il faut d'abord comprendre les contextes réels du 2019, la structure de l'État congolais et enfin la stratégie imposée par les rapports de force. Félix prend le pouvoir sans avoir les pouvoirs. C'est le cœur du problème. Quand Félix devient président en janvier 2019, vous le savez bien, cher ami,
Les parlements appartiennent au FCC Kabila. Sur 500 députés, plus de 340 sont FCC du camp de Kabila. Les caches de Félix détient que 50 députés seulement. Le Sénat appartient intégralement au FCC. Tous les jeux politiques sont contrôlés par Kabila. Les 26 provinces, les 26 assemblées provinciales appartiennent au FCC. Tous les gouverneurs sont pro-Kabila. L'armée est commandée par des généraux de Kabila. Il ne peut pas nommer librement. L'ANR, les renseignements, est contrôlé par des réseaux kabilistes. Il est surveillé de l'intérieur. L'administration, les entreprises publiques de l'État, les finances publiques sont dirigées par des hommes nommés par Joseph Kabila. En résumé, Félix est président, mais l'État appartient au FCC. Donc, la question devient, peut-on gouverner un pays avec 5% du pouvoir? Je vous pose la question. Peut-on gouverner un pays avec 5% du pouvoir? La réponse, évidemment, est non. Alors, Félix n'a pas le choix en 2019. Il n'a pas le choix. Ce n'est pas une question d'amour pour les kabilistes. C'est une question de survie institutionnelle. S'il avait essayé de remplacer les gouverneurs, remplacer les généraux, remplacer le DG nommé par les ministres, les DG des entreprises publiques, s'il avait tenté de remplacer les ministres, il serait tombé en moins de 3 mois. Pourquoi? Parce que le Parlement pouvait les destituer, le gouvernement pouvait l'étouffer, les provinces pouvaient se rebeller, l'armée pouvait se retourner contre lui, l'ANR pouvait créer une crise. Donc, en 2019, Félix n'a pas le choix. Et vous comprenez que ceux qui disent que Félix a libéré Biamungu, vous comprenez par là que Félix n'avait pas les contrôles, pas la mesure, n'avait aucune direction à donner par rapport aux affaires internes et des affaires critiques. La libération des prisonniers de M23 en 2019 n'était pas sous le contrôle de Félix parce qu'il ne maîtrisait absolument rien. Et donc, ceux qui disent que Félix a libéré Biamungu, c'est lui qui a fait venir le M23 en 2019, vous comprenez que si vous ne mesurez pas l'étendue, si vous n'avez pas les contrôles, si vous n'avez pas les contextes, si vous n'avez pas les éléments, vous allez vous brouiller en cherchant des réponses et vos réponses seront émotionnelles et pas des réponses scientifiques. Et donc, en 2019, Félix n'a pas le choix, il doit gouverner avec les hommes du système qu'il veut changer. C'est la plus grande contradiction de son premier mandat. Macron a-t-il raison lorsqu'il lui reproche cela? Oui ou non? Il a raison, il n'a pas raison. Certains anciens ministres du système Kabila sont impliqués dans des crimes économiques, dans la répression politique, dans le massacre, dans la prédation, dans des réseaux mafieux. Macron lui dit clairement, pourquoi vous gardez ces gens-là? C'est vous les problèmes. Mais Macron ignore les rapports des forces internes. Il juge avec les yeux d'un président français qui, lui, a une armée loyale. La France a une armée, une administration propre, un parlement discipliné, mais pas tout le temps. La RDC, c'est l'inverse. C'est un État capturé pendant 18 ans par un système politico-mafieux. Macron regarde la théorie et Félix gère la réalité. Pourquoi il ne pouvait pas changer la classe politique entre 2019 et 2021? Chers amis, pas de majorité parlementaire quand il prend le pouvoir. Et donc, impossible de nommer un nouveau gouvernement. Impossible de révoquer un ministre du FCC. Impossible de faire passer une réforme sans passer par les parlements, maîtrisée par le FCC. Impossible d'adopter un budget différent parce que ça passe par les parlements. Impossible de réformer l'armée parce que ça passe par les parlements, qui est contrôlé par FCC. Et puis le risque réel de déstabilisation. Les anciens réseaux avaient la capacité de bloquer le salaire, de créer des pénuries, d'organiser des marches violentes, de créer une crise institutionnelle. Rappelez-vous un certain monsieur qui a dit, si vous osez toucher à un certain DG de Gécamine, nous allons paralyser ce pays. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Est-ce que vous vous souvenez de cette déclaration de ce monsieur qui était, à l'époque, je crois, le secrétaire du PPRD?
Il le dit. Sous quelle base? Sous quelle profondeur? Vous avez le risque de coalition régionale. Un changement brutal d'élite aurait donné le Rwanda à s'inquiéter, les Rwandais allaient s'inquiéter, l'Ouganda allait s'inquiéter, un changement direct de commandement, un changement direct des officiers généraux, de l'appareil du renseignement, ça allait déstabiliser M. Kagame. Et d'ailleurs, il a été déstabilisé en 2022 quand tout a commencé à changer. Et j'en parlerai demain. Pourquoi Kagame attaque la RDC en 2022, juste après la levée de la notification, la levée de l'embargo? J'en parlerai demain pour vous donner plus de clarté. Pourquoi cette question n'est jamais abordée par ceux qui incriminent un monsieur qui n'avait pas les pouvoirs depuis 2019 à 2022. Et donc, vous comprenez que il n'avait pas de base politique solide. Félix n'avait ni député, ni sénateur, ni gouverneur, ni maire, ni ministre fédéral. Pourquoi Félix a doublement besoin des anciens kabylistes quand il arrive? Voici la partie que personne n'explique, notamment au peuple. Il avait besoin d'eux pour faire tomber Kabila. Ah bon? Félix avait besoin de kabylistes pour faire tomber Kabila. Ah bon? La réponse est oui. C'est paradoxal, forcément, mais c'est la vérité. Pour renverser la majorité FCC, Félix devait convaincre certains kabylistes de changer de camp. Ça ne devait pas se faire autrement. Pour renverser la majorité FCC, Félix devait négocier avec des gouverneurs, attirer des députés FCC chez lui, casser le bloc de Kabila de l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? Et donc, sans eux, le FCC aurait contrôlé l'État jusqu'en 2030. Est-ce que vous comprenez? Le moment clé de l'histoire, 2021, l'Union sacrée bascule. En 2021, Félix brise la majorité FCC. 331 députés quittent le FCC pour rejoindre l'Union sacrée. Le gouvernement provincial bascule. Félix obtient enfin le levier de l'État. C'est à ce moment-là seulement que Félix peut changer les généraux parce qu'il a la majorité parlementaire. En ce moment-là, il peut contrôler l'armée, lancer les audits, arrêter des gouverneurs, remplacer des ministres, relancer le port des bananas, négocier l'avenant avec la Chine, relancer le FMI, lancer les 145 territoires. Ça, c'est l'histoire. Ce n'est pas de l'émotion. Ce n'est pas en 2019, ce n'est pas en 2020. Le vrai début du pouvoir de Félix commence fin 2021. Vous prenez 2019, 2020, 2021, presque 4 ans perdus. Est-ce que Félix a gouverné pendant 4 ans ou 3 ans? Mais pourquoi certains anciens reviennent encore? Vous me direz, mais Félix a récupéré l'appareil de l'État, il contrôle l'armée, il contrôle, mais pourquoi ils sont toujours là? La réponse est claire. La classe politique congolaise n'a pas été renouvelée depuis 40 ans. La RDC n'a pas d'alternative politique forte. Des générations politiques nouvelles, inexistantes. Des partis structurés sans corruption. Donc Félix travaille avec ceux qui existent. Ils sont là. Les élites kabylistes contrôlent encore des réseaux administratifs. Effectivement, souvent les gouverneurs, le DG d'entreprise publique, les financiers, les experts techniques sont issus du système précédent. Ils sont là. C'est ce qui existe encore dans l'État. Les Congos fonctionnent par coalition, pas par pouvoir solitaire. Ce pays est trop vaste, trop fragmenté, trop infiltré pour avoir un président seul contre tous. Il faut construire les alliances pour gouverner. C'est ce que Félix a fait. Et donc, à conclusion de ce chapitre, il ne s'est pas entouré d'anciens kabylistes par naïveté. Il ne s'est pas entouré d'anciens kabylistes par amour du système. Il ne s'est pas entouré d'anciens criminels par choix moral. Il s'est entouré d'eux parce que c'était la seule manière de casser le système de l'intérieur. Et parce qu'il n'avait pas de majorité parlementaire. Et il n'avait pas de contrôle sur l'armée.
Et il n'avait pas de contrôle sur les provinces, pas de contrôle sur l'administration, sur l'ANR. Et il n'avait pas les moyens de gouverner seul. Félix avait trois options: affronter Kabila frontalement, donc, et subir la destitution immédiate, ou démissionner, et ça allait créer les chaos politiques, ou alors, en troisième position, utiliser le système contre lui-même, la reprise progressive de l'État. Il a choisi la stratégie 3 et c'était la seule possible. Les amis, ce chapitre explique aux Congolais ce que personne n'explique clairement. Félix ne pouvait pas faire autrement. En 2021 est l'année où il commence réellement à gouverner. On va dire en 2022, c'est l'année où il commence réellement la gouvernance. Et donc, il ne faudrait pas compter 19, 20, 21. Ça commence en 2022. Les amis, l'état des lieux en 2025, ce que Félix a réussi, ce qu'il n'a pas réussi, et ce qu'il reste à faire pour transformer le pays. Qu'est-ce qu'il a réussi à faire? La grande question de ce live est très simple. En 7 ans, qu'est-ce que Félix a réellement changé dans la vie du peuple? Matériellement, structurellement, diplomatiquement, et en quoi a-t-il échoué? Voici la réponse la plus honnête qui existe aujourd'hui. Ce que Félix a réellement réussi, cher ami, A, l'explosion du budget national. Ça a explosé. Nous avons quitté le 5 milliards depuis 15 ans. Nous sommes arrivés ici à du 7 milliards, le budget voté en 2024. En 2024. C'est la plus grande transformation financière depuis 1960. C'est quand même gros. C'est quand même grave. Depuis 1960. On peut continuer. Nous pouvons avancer, bien entendu. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ça? OK. La plus grande transformation. Pourquoi c'est important de savoir ça? Parce que sans budget, vous n'avez pas de routes. Sans budget, vous n'avez pas d'école. Vous n'avez pas d'hôpitaux. Vous n'avez pas d'armée. Sans budget, pas d'infrastructures lourdes. C'est grâce à cette hausse que Banana est lancé, l'hôpital est financé, les 145 territoires existent, les routes nationales revivent, les universités sont rénovées et d'autres construites, neuves, les hôpitaux sont modernisés. Le Congo est enfin un État qui collecte et utilise son argent malgré qu'il y a du vol. OK? Il y a du vol. J'ouvre une parenthèse. Vous savez combien la France perd en détournement? Est-ce que vous savez, chaque année, combien est-ce que la France perd en fiscalité, en fuite des capitaux, etc. La France perd entre 145 milliards et 150 milliards par an en fuite des capitaux, en fiscalité et bien d'autres choses. 145 milliards par an. Ça s'appelle le détournement par les stylos, par les bics. Je prendrai un temps, une autre fois, pour expliquer les détournements au niveau de l'Europe. Ils sont très hauts. En Congo, les détournements se fait par des mallettes. La banque vous livre de l'argent, des mallettes. Mais en France, ce sont des détournements par des stylos. Nous en parlerons une autre fois. Les amis, le Congo est enfin un État qui collecte et utilise son argent. Le retour de l'État dans les campagnes. Donc, les 145 territoires, près de 1360 infrastructures en construction. Les écoles, les centres de santé, les bâtiments administratifs qui manquaient tant dans des villages, des routes rurales, et pour la première fois depuis la colonisation, l'État arrive dans les villages. Pour la première fois depuis la colonisation, c'est un fait. L'État arrive
commencer à construire dans les villages. Conséquence sociale, les femmes accouchent dans des centres équipés, des enfants étudient dans des écoles neuves, les agriculteurs peuvent transporter leurs produits, l'administration existe réellement. Vous avez la gratuité scolaire, on ne va pas revenir là-bas, des infrastructures stratégiques que Kabila n'a jamais construites, le port de Banana, bloqué depuis 50 ans, les corridors de Lobito, États-Unis, l'Union européenne, l'Angola, la Zambie, des routes nationales financées par 6 communes, 7 milliards dégagés pour la mise en place et la matérialisation de ces routes en question, avenant 6 communes réorientées vers des infrastructures, notamment pour des routes, de nouvelles universités, la modernisation, IPEN, vous avez Unikin et bien d'autres infrastructures liées à l'éducation. Et donc des infrastructures stratégiques que Kabila n'avait jamais construites, des réseaux de centres de santé ruraux, etc. Donc ces infrastructures changent le pays pour 50 ans. L'image internationale de la RDC transformée en 2019, cher ami. La RDC était perçue comme un pays corrompu, ingouvernable, risqué, ingérable, dominé par Kigali. En 2025, la RDC est un partenaire stratégique des États-Unis dans le minerai. La RDC est intégrée au corridor de Lobito. La RDC reçoit des financements par FMI, Banque mondiale, la BAD, l'Union européenne et les Qatar en RDC. Vous l'avez vu dernièrement ici. Des revenus attirants pour les investisseurs. Le pays est redevenu fréquentable, cher ami. La reconstruction lente mais réelle de l'armée. Nous sommes dans la biométrie, dans la suppression des soldes fantômes, la montée des soldats, les achats d'armes modernes, des alliances militaires, réserve nationale aujourd'hui, les changements des chefs militaires et la diplomatie militaire active. Et donc, l'armée est encore faible, il faut se le dire. On ne va pas aller dans des rêves, okay, dans une armée idéaliste, etc. Mais nous avançons, mais elle n'est plus abandonnée, elle n'est plus aussi fragile qu'avant. Il y a des éléments d'avancement, il y a du progrès. Il y a des choses que l'armée détient aujourd'hui que cette armée n'avait pas en 2019. Alors, ce que Félix Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Bonne soirée les amis, bye bye. Bonne soirée. Restons nos fronts, Ciao. longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan. Dans la paix, au peuple ardent, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Dans la paix, citoyens, l'hymne sacré